Bonjour les amis. Bonjour mesdames. Ravi de vous retrouver pour décrypter l'actualité. Alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien en marge du conflit, Emmanuel Macron tente de clarifier la position de la France, mais n'est-il pas réduit désormais au rang de commentateur ? Et pendant ce temps-là, quoi joue LFI qui accuse Israël de vouloir faire diversion pour poursuivre son génocide à Gaza ? La question qu'on se posera aussi, c'est y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Jordan Bardella et Marine Le Pen ? Des dissensions sont apparues ces dernières semaines. Et puis cet échange explosif entre Rachida Dati et le chroniqueur de C'est à vous, Patrick Cohen. On y reviendra, mais pour commencer, les tyrans de Téhéran paieront le prix fort. Déclaration de Benyamin Netanyahou ce matin en réponse à la frappe iranienne contre un hôpital à Beersheva, c'est dans le sud du pays. Écoutez Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Il était l'invité ce matin de BFM et il explique que l'Iran a ciblé volontairement un hôpital et des civils. Un hôpital a été touché. Il faut comprendre que les missiles iraniens sont précis. Ils sont très précis même, à un niveau de d'un radius de 30 mètres. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Quand ils tirent sur un hôpital, le seul hôpital de Beersheva, qui sert tout le sud de Beersheva pour disons la population bédouine, la population du sud de Beersheva, etc., ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont touché un bâtiment spécifique, qui est un bâtiment, le bloc opératoire, en sachant exactement ce qu'ils faisaient. L'Iran a sciemment ciblé un hôpital et des civils. Tout à fait, c'est ce qu'ils font depuis le début. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas bien visé. Ces missiles sont très précis. Une frappe délibérée, Philippe Guibert. On parle de crimes de guerre, désormais ? Oui, il y a crime de guerre quand on vise des civils en dehors de nécessités militaires. Donc effectivement, s'ils ont visé l'hôpital de cet hôpital... On a franchi un cap, là. Oui, mais hélas, on n'est pas extrêmement surpris. Moi, je constate que l'Iran a beaucoup de mal à noyer Israël sous les missiles. Et donc, je crains que leur stratégie, ce que je comprends de ce drame, c'est que leur stratégie, c'est que n'ayant plus la capacité de vraiment brouiller le dôme de fer israélien et sa défense anti-aérienne, qu'ils visent des cibles civiles pour faire le plus mal possible à Israël. C'est comme ça que je comprends cette horreur. Et donc oui, on est dans un cas de crime de guerre. Voilà, donc j'ai le sentiment que ça s'inscrit dans un certain... dans une certaine fuite en avant du régime iranien qui voit les choses lui échapper. D'autant que dans cet hôpital de Beersheva, beaucoup de soldats israéliens touchés dans la bande de Gaza étaient soignés. Et heureusement, Jean-Claude Dacier. Heureusement qu'il n'y a eu que 40 ou 45 blessés dont on ignore le degré de gravité, il n'y a pas eu de mort. À ce stade. Et puis, la veille au soir, c'est pour ça que je suis interrogatif. La veille au soir, ils ont descendu au sous-sol ou au deuxième sous-sol les nécessités d'une opération, des salles d'opération, ils les ont descendues au deuxième sous-sol. Je vais vous dire, le Mossad c'est un triomphe, le Mossad. L'Iran est à genoux, ils n'ont pas un genou à terre, ils ont les deux. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de missiles. Le Guy a dit qu'il ne capitulera jamais. Oui, mais ça, on peut toujours raconter et avoir la rhétorique que l'on veut. La réalité militaire, c'est que je pense que le Mossad a même réussi. Je n'en sais rien, mais l'affaire de l'hôpital m'intéresse beaucoup. Je pense que le Mossad sait à peu près lire tout ce que projette l'armée iranienne, et notamment les trajectoires des fusées, etc. Combien leur en reste-t-il ? Je n'en sais rien, 100, 200, 300 000. C'était, semble-t-il, des missiles hypersoniques, c'est-à-dire ce que l'Iran, sans doute, possède de mieux. Bon, encore une fois, il y a eu ce malheureux hôpital qui a souffert. Heureusement, il s'est passé quelque chose dans la connaissance des trajectoires ou dans la connaissance des objectifs que fixe l'armée iranienne. Franchement, le boulot qu'a fait le Mossad est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans. C'est extraordinaire. Ils sont les rois du ciel. L'infiltration, Jean-Claude, elle doit remonter assez loin. Oui, c'est incroyable. Ils avaient cet objectif d'essayer de contraindre l'Iran à changer complètement sa politique nucléaire. Je pense qu'ils en sont pas loin. La philosophie nucléaire de l'Iran, elle a pris plusieurs années de retard. Combien, je suis incapable de le dire, mais en tout cas, elle est déjà fortement secouée. Reste tout de même. Reste le site très souterrain, à 70 mètres, 80 mètres, comment s'appelle-t-il ? Fono. Fono. Ouais. Bon, est-ce que l'Amérique va y aller ou pas ? Nous le verrons.
On va écouter Benyamin Netanyahou, parce que ça fait près de 20 ans qu'il agite la menace de l'option militaire contre l'Iran. Écoutez sa détermination. Nous en sommes au 6e jour de l'opération Amklavia. Nous contrôlons le ciel de Téhéran avec des armes nucléaires et des missiles, et l'esprit du peuple est fort. Nous sommes déterminés à ramener tous les otages et à vaincre le Hamas. Voilà, vaincre le Hamas, ramener les otages, voilà, la stratégie reste... Alors, vaincre le Hamas, ça c'est Gaza. Voilà. Mais si je peux me permettre, Netanyahou, là, a marqué un point absolument majeur, puisque derrière le 7 octobre, de façon directe ou indirecte, il y avait l'Iran. Il y a la question, évidemment, de l'arme nucléaire, dont l'agence nucléaire a dit et démontré la semaine dernière qu'il y avait eu une accélération dans le programme nucléaire de l'Iran et qui se rapprochait des seuils critiques. Mais il y a aussi le fait que l'Iran est derrière le Hezbollah, que le Hezbollah a aidé le Hamas. Ça, c'est Mais c'est un travail de longue haleine, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Donc, dans la démarche de Netanyahou de dire, voilà, maintenant, on a été extrêmement blessé par le 7 octobre, très durement, presque existentiellement, dans la revanche et dans la guerre qu'a voulu mener Netanyahou, c'est le point majeur. L'Iran était on l'appelle la tête de serpent, mais c'était vraiment la tête de tous les réseaux de proxy, du Yémen à l'Irak, en passant par le Liban avec le Hezbollah. Le Hezbollah a été éliminé. Maintenant, c'est au tour de la puissance de nuisance de l'Iran d'être éliminé. La résistance. Avec Gaza est un autre sujet. Ce qu'on appelait la résistance à la présence et à la vie d'Israël a beaucoup souffert, est très affaibli, parce que vous avez cité en effet le Liban Sud, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a tous ces pays. La Syrie est tombée aussi. La puissance israélienne, par rapport à la faiblesse qui est en train de s'installer dans les voisins d'Israël, est spectaculaire. Reste tout de même cette sacré système souterrain des centrifugeuses, on ne sait pas combien il y en a, et qui sont à 80 mètres sous le soleil. Reste à savoir si l'Amérique, au fond, va s'engager, plonger dans la guerre. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que derrière le plan de Netanyahou, je le connais pas, moi. Mais il a dit ce matin que les tyrans de Téhéran paieront le prix fort, et on l'a compris, parce qu'on a eu Frédéric Simon, notre correspondant à Tel Aviv, qui nous dit que désormais, l'élimination du guide suprême, Khamenei, est un objectif. On est d'accord, il y a l'élimination du guide suprême, et puis derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est une révolution qu'on peut... Bon, alors ça peut être le chaos, ça peut être très compliqué, ça peut être très difficile. C'est pour ça, sans doute, que M. Trump hésite un peu à y aller et à plonger là-dedans. Mais néanmoins... Je pense que les Israéliens ne vont pas s'arrêter Et cette nuit, pardon, je vous coupe, le Tsahal a frappé le centre de la police de Téhéran. Donc c'est bien, justement, pour créer un soulèvement. Mais oui, le régime avait tapé la télé il y a 3 jours. Oui. Donc c'est un objectif qui est qu'on... Petit à petit, ils sont en train de détruire la société des mollahs. Personne ne va vraiment pleurer. Oui. Phil Guibert. Oui, de tuer le guide suprême ne résoudra pas le problème, parce que ce régime pas tout de suite. A quand même des ressources, même s'il a l'opinion iranienne et les Iraniens en très grande majorité contre lui. Il a quand même beaucoup d'obligés qui sont tenus financièrement et politiquement par le régime. Et donc si le guide est supprimé, un autre prendra sa place. Le régime, est-ce que les Pasdaran se prendront le contrôle définitif? C'est la tête de la pieuvre, comme ils le disent. Mais ils ont quand même brisé aussi toutes les tentacules. Donc le changement de régime est moins... ça va pas se faire d'un coup de revolver non, mais ça, pour éliminer... pour éliminer le guide iranien. Le changement de régime ne peut intervenir que s'il y a une vraie opposition qui se structure pour prendre la place du régime. Oui, bien sûr, oui. Et donc de vouloir supprimer le régime est une histoire aventureuse, honnêtement. Et on ne sait pas du tout où on va. C'est pas la question de pleurer ou pas pleurer. Personne ne pleurera sur le guide suprême et le régime iranien. Le problème est de savoir où on va ensuite. Et si l'occasion se présente, Philippe, de les envoyer de les renvoyer à leurs chères études, ça serait dommage de ne pas en profiter quand même. Franchement, oui, mais c'est pas tolérable d'avoir encore un système politique comme ça. Est-ce qu'on peut comparer à ce qui s'est passé en Libye,
en Irak? Non. Oui, si, à mon avis. C'est oui, pas des si. pays comparables. Non, c'est pas des pays comparables. Non, oui, mais non. ce qui est comparable, c'est La le problème population politique. iranienne est beaucoup plus, j'allais dire, intellectualisée. Voilà, la ne société prenons est pas plus quand même développée. pas, excusez-moi, mais l'Irak, c'est pas non plus. Il y a aussi des millénaires de civilisation derrière Oui, l'Irak. bien sûr, bien sûr. Donc, ne croyons pas que parce qu'une population est plus éduquée, Oui, c'est ça. a priori, on va résoudre en tout le cas- problème politique. Les problèmes politiques ont leur logique interne, qui ne dépend pas toujours du niveau d'éducation. Non, mais je le dis ça problème parce de que la Libye n'était pas un problème d'éducation de la population, c'était un problème que c'était un pays tribal et que Kadhafi était le seul à tenir l'ensemble des tribus. Et donc dès lors que vous faites sauter Kadhafi, vous avez un pays qui est dans le chaos. Justement, et le ça chaos. déborde de tous les côtés. Le chaos, c'est l'un des mots qui a été employé par Emmanuel Macron et on va en parler dans quelques Je pense instants qu'il a parce que raison, la Emmanuel Macron, position moi. de la France, justement, ça sera l'occasion d'en débattre. Elle n'est pas très claire. Hein. Est-ce qu'il n'est pas réduit au rang de commentateur, Emmanuel Macron? On va en parler tout de suite. Europe 1, il est 13h28.